Bon, donc pour finir cette journée, j'ai le plaisir et l'honneur, ça fait un peu officiel, hein, de donc vous présenter un groupe qui est de l'association des paralysés de France. Alors, quand je suis allé les voir en Dordogne, je suis allé leur dire bonjour. C'est vrai qu'on a dit, qu'est-ce que c'est que ce nom de chiotte, paralysé, hein? On est d'accord, hein? Bon, mais c'est comme ça, oh non, l'APF Dordogne, voilà. Et pourquoi on a retenu ce projet? Effectivement, le titre dit presque tout. Ne pas faire à la place de, mais faire de la place à. Et en fait, j'ai rencontré deux personnes qui sont au départ complètement. Il y avait donc des gens, mais il y avait Madame Lavergne qui n'est pas là et qui j'ai beaucoup apprécié. Madame Vergne, pardon, pas Lavergne. La directrice de l'APF, donc de Périgueux, qui a dit « Je ne vais pas venir parce que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. La place, c'est la place aux gens qui sont là. » Donc elle a décidé, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est un choix éthique de dire c'est pas à moi de prendre la parole. Mais en fait, Pascal, André-Hule, Hautfort et Madame Vergne ont impulsé un mouvement. Et ce mouvement a permis, je crois, à des gens qu'on dit en situation de handicap, mais quand on les connaît à peu près, puisque je les ai rencontrés, accrochez-vous, voilà, eh bien effectivement, de s'accaparer ce sujet-là. Et ils vont nous en parler. Vous avez le micro. On peut en prendre deux, hein, si tu veux. Il y a un an maintenant, c'est pour moi une nouvelle expérience. C'est la première fois depuis une vingtaine d'années maintenant que je suis en fauteuil, qu'on me propose un endroit pour échanger autour de la sexualité et des problèmes qui vont avec la sexualité. J'ai eu un accident de la route il y a 20 ans, je vous ai dit, et j'ai toujours été confronté à des équipes de thérapeutes, de docteurs, qui ont essayé de régler mon problème de façon physique. On m'a toujours parlé de mes problèmes d'érection, de mes problèmes de sensibilité. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que je suis aussi un homme avec des problèmes qui ne sont pas seulement physiques. Et j'ai jamais pu en parler. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un tabou de la part des équipes qui travaillent dans les centres médicaux ou dans les structures médicales, mais j'ai jamais pu avoir un endroit où échanger librement. Ce qui m'intéresse dans ces ateliers, c'est de pouvoir échanger avec des gens aussi, pas seulement avec des thérapeutes. Et j'apprends énormément des personnes qui sont avec moi, et j'espère que ça va continuer comme ça pendant un petit moment. Oui, j'aimerais bien transmettre à d'autres gens ce que j'y ai découvert. Et j'aimerais bien aussi que les professionnels, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, prennent la mesure que voilà, nous ne sommes pas seulement une pathologie, nous sommes aussi des personnes avec des problèmes à régler et on a le droit d'en parler aussi. Moi, le message que j'aimerais faire passer aux professionnels des institutions, c'est que pour avoir vécu justement en institution pendant plus de 20 ans, j'ai pas eu le droit à l'accès aux informations concernant la sexualité, ou du moins des brides. On ne s'est jamais inquiété de savoir ce qu'on ressentait nous par rapport au plaisir. Voilà. Il a fallu que j'ai une relation un peu sérieuse avec quelqu'un pour que je découvre un petit peu ça, quoi. Et même lorsque j'ai parlé d'une certaine fois où on a failli avoir un rapport, tout de suite ça a été on va te prendre un rendez-vous avec une gynécologue pour savoir si tu peux prendre la pilule. Voilà, on m'a parlé aussi de possibilité d'avortement médicamenteuse. Voilà, on ne s'est pas inquiété, c'est même pas inquiété, c'est même pas préoccupé de savoir ce que moi j'avais pu ressentir de cette relation. Voilà, donc moi j'aimerais bien qu'on change un peu que les établissements changent un petit peu ce regard sur la sexualité. Bonjour, je souhaitais dans le cadre de nos discussions sur la sexualité des personnes en situation de handicap apporter mon témoignage.
J'ai été victime d'un accident il y a une dizaine d'années qui m'a laissé tétraplégique incomplet. Et j'aurais voulu aborder la question, après le passage à l'hôpital, de l'entrevue avec le médecin rééducateur par rapport à ce que j'aurais aimé qu'il me dise au moment de l'entretien. Et également sur le côté sexuel, qu'il puisse me dire qu'il allait tout mettre en œuvre pour que je puisse de nouveau tout simplement peut-être avoir une érection ou avoir du plaisir, et pour moi et pour ma compagne de l'époque. Ouais. Ce que je constate, c'est que leurs priorités n'étaient pas complètement les miennes. Ce que je voudrais savoir, c'est que peut-on mettre en œuvre pour que cela change ? Donc, moi, je suis Nicole Neuville, membre du groupe. Je porte la parole de Sylvie Verne, donc l'initiatrice des ateliers santé et directrice de la délégation APF de la Dordogne. Donc, pourquoi des ateliers santé ? La délégation APF en Dordogne mène des ateliers santé autour de l'estime de soi depuis 2013. En 2015, plusieurs personnes du groupe ont souhaité avoir un espace dédié pour aborder le sujet de la sexualité. Nous travaillons avec Pascale Andréu, psychopraticienne et actrice de prévention, qui a mené de nombreux travaux autour de la sexualité et du handicap. Notre approche met en avant l'expertise par le vécu des personnes en situation de handicap. La légitimité de notre engagement repose sur la compréhension du vécu de la personne et son expression est essentielle, d'où notre devise « Ne pas faire à la place d'eux, faire de la place à ». Les échanges menés dans ces ateliers doivent permettre à chacun, individuellement ou collectivement, de se présenter, d'exprimer ses attentes, ses besoins et envisager le chemin à parcourir ensemble. Ces temps doivent pouvoir être porteurs de mobilisation pour soi-même et avec les autres, de valorisation des capacités à être et à agir. Nos actions s'inscrivent dans une démarche de promotion de la santé qui a pour but de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre vie, santé et sociale, et davantage de moyens de l'améliorer. Notre approche agit sur 4 niveaux. Premier niveau, individuel. Amélioration des compétences pour une meilleure prise en compte de sa propre santé et de sa vie sociale. Deuxième niveau, collectif. Confrontation des idées du groupe et des professionnels, faire évoluer les représentations de chacun. Troisième niveau, financier. Anticiper les besoins, repérer les problèmes de santé, faire la promotion des dépistages. Quatrième niveau, professionnel. Premièrement, donner aux personnes les moyens de dialoguer avec le professionnel. Deuxièmement, échanger et sensibiliser les professionnels pour une meilleure prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Notre volonté de ne pas porter de réponse seule, sans la nécessaire mobilisation des partenaires de notre réseau, est la seule garantie d'une approche globale des besoins des personnes. Je m'appelle Patrick. J'aurais voulu tout d'abord peut-être poser une question que tout le monde peut se poser. Je vais peut-être la poser à Jacqueline. Jacqueline, si dans l'assistance, une personne te demandait est-ce qu'une personne en situation de handicap est en capacité de faire l'amour, que lui répondrais-tu ? Je lui répondrais qu'il y a 1000 façons de faire l'amour, que je ne connais pas toutes les positions du Kama Sutra, mais que quelques-unes me sont familières. N'est-ce pas, Patrick ? Merci. Maintenant, je voudrais vous livrer un témoignage entendu. J'ai 69 ans et je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir une vie autre que l'abstinence. 69 ans sans avoir fait l'amour, 69 ans sans avoir baisé. Autour d'une table entre amis, un puceau à 69 ans, ça peut faire sourire. 69 ans tout seul,
ça ne fait plus sourire. Nous sommes en l'an 2016. Comment faisons-nous pour parvenir encore aujourd'hui à rester sourds face à toutes ces situations de détresse affective? Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap attendent une réponse des professionnels. Or, ils se heurtent à une position haute, voire hautaine, du professionnel qui lui concède peu ou pas d'écoute, alors qu'il devrait faire confiance aux propres connaissances des intéressés. Cependant, au travers de différents témoignages entendus, nous constatons que le professionnel apporte une réponse normale. Il a les diplômes, lui. Il sait ce qu'il faut, lui. Et ce n'est certainement pas un autre qui va lui apporter la solution. Toutefois, sa réponse est rarement satisfaisante. Il ne va pas chercher la réponse auprès des experts. Les personnes en situation de handicap sont des vrais experts. Ils ont une expérience incontestable de la vie. Il évite ainsi tout simplement de les accompagner. Ceci amène aux professionnels une foule de constats et d'interrogations. Et effectivement, il peut s'interroger et se dire « Je n'arrive pas à dépasser la situation du point de vue médical. Je me mets des freins. Je ne sais pas ce que veut dire autoriser le patient à avoir du plaisir, voire de connaître le bonheur. Et peut-être même se dire « Je n'ai pas réglé mes propres difficultés face à la sexualité. Comment pourrais-je traiter les soucis des autres ?» La liste est longue. L'abstinence au plaisir n'est pas la vraie vie. Ce n'est qu'une tromperie de ceux qui parlent à la place d'eux. Les personnes en situation de handicap attendent d'un professionnel d'être accompagnées. Ils attendent la possibilité de vivre les plaisirs comme tout un chacun, comme vous et moi. Ils attendent que le professionnel puisse leur permettre de cheminer avec un accompagnement afin de se construire et d'avancer dans la vie. Ils ne veulent pas des directives thérapeutiques. Ne pas faire à la place d'eux, faire de la place à. Bravo. Petit clin d'œil. Comment ? C'est à la délégation APF de Périgueux que les ateliers sexualité se déroulent chaque mois. Ils ont démarré récemment puisque nous avons commencé en septembre dernier, donc c'est assez récent. Je précise que nous sommes ici pour porter la parole du groupe. Nous étions à l'origine une dizaine de participants. Aujourd'hui, l'atelier est composé de 8 personnes, mais très motivées. C'est Pascal Andréu qui est avec nous, qui conduit ces ateliers et les anime. Elle propose des thèmes et nous en débattons au sein du groupe. Pascal nous prépare également des exercices sous forme de questionnaires, de jeux ou même de jeux de rôle, toujours en rapport avec la vie intime et affective. Le groupe s'empare alors de ces sujets qui ouvrent les débats. Tout cela avec parfois des interrogations amusées et le plus souvent avec de grands éclats de rire. Bref, aujourd'hui, notre retenue et nos tabous ont disparu et une grande confiance s'est maintenant instaurée dans notre petit groupe. À ce stade du projet, les travaux sont en cours et ne permettent pas de dresser un bilan définitif de notre action. En mars dernier, dans le cadre du Mois des femmes, le groupe a été sollicité pour participer à différentes tables rondes autour du handicap. Celle qui était consacrée à la vie affective et sexuelle a particulièrement intéressé le public et les questions ont été fort nombreuses. Quelques personnes se sont interrogées sur les problématiques des aidants sexuels et le refus de la France, encore aujourd'hui, de faire évoluer la législation actuelle. À terme, nous serions prêts à envisager un partenariat avec des établissements du médico-social pour faire part de notre expérience. D'ailleurs, pourquoi ne pas réinventer un Kama Sutra handi ? Le groupe a très envie de s'y pencher. Nous pensons maintenant qu'il faudrait réfléchir à former nous-mêmes le personnel de santé dans les institutions, cela pour favoriser les relations entre résidents, sans les mettre sous surveillance et sans jugement.
Il est très important de prendre en compte les souhaits et les besoins essentiels de la personne en situation de handicap pour qu'ils puissent vivre au mieux leur vie affective et sexuelle. Leur bien-être sur ce plan-là est important et le plaisir corporel n'est pas à mettre pudiquement de côté. Il ne faut pas non plus prendre le prétexte de la soi-disant vulnérabilité des personnes handicapées pour les infantiliser, penser et agir à leur place. Les institutions et les professionnels de santé ne doivent plus l'ignorer. Ne pas faire à la place d'eux, mais faire de la place à. Je vous remercie. Les indispensables à la mise en œuvre de ce type d'action. L'écoute. Moi, quand je suis avec eux, je ne sais rien. Absolument rien. Je suis comme une petite fille qui a envie de savoir, curieuse. Et juste en étant curieuse, je pose les bonnes questions. Les bonnes questions pour les aider à cheminer, tout simplement, à leur vitesse, à leur rythme, sans devancer. Je pense que c'est une des choses qu'il faut avoir à l'esprit en permanence, cette écoute-là. Oh, pas la nôtre, hein, la leur. Si moi je m'écoutais, concernant la question de la sexualité, j'ai quelques handicaps, mais ce sont les miens. Je n'ai pas à en faire pâtir les autres. Ce n'est pas leur problème, c'est le mien. Pour que chacun puisse reproduire ce type d'action, évidemment, il faut que l'intervenant se soit posé les bonnes questions. Pourquoi il fait ça ? Et puis après, il faut s'entourer de bonnes personnes. On a de la chance d'avoir Sylvie Vergne avec nous. De préparer aussi le groupe. On a eu un temps d'entretien individuel où chacun a pu dire, a pu m'expliquer pourquoi il avait envie de rejoindre ce groupe-là, qu'est-ce qui le motivait, qu'est-ce qu'il allait y attendre, qu'est-ce qu'il voulait y trouver. Et petit à petit, le groupe s'est constitué, s'est apprivoisé, s'est fait confiance. On ne parle pas tout de suite d'intimité, là, comme ça, direct, sauf que la première séance, on a fait venir quelqu'un de la récré coquine qui est venu avec des sextoys, des lubrifiants. Et autour de cette découverte-là, on a de suite cassé les tabous qui pouvaient encore nous tenir. Et après, on a commencé à parler plus sérieusement et plus de la sexualité, de sa propre sexualité. Sur la reproduction en institution, ce qui est aussi à prendre en considération, c'est évidemment l'aspect financier. Donnez-nous les moyens de bosser, donnez-nous les moyens de faire des choses. Quand je vois des structures qui montent des projets et qui n'ont pas de public, enfin, quand on monte un projet, c'est qu'il y a déjà une demande. On ne fait pas une demande de financement en prévoyant que peut-être on aura une demande. On répond à une demande et après, oui, on va chercher les moyens pour le faire. Oui, ça peut être effectivement un frein. Et je vais passer la parole à la jeune que vous avez vue tout à l'heure. Alors pour moi, ces ateliers ont éveillé en moi des réflexions par rapport à ce que j'ai pu vivre en établissement. Ce sont des souvenirs de cours d'anatomie, des informations sur les moyens de contraception et la prévention des IST. Mais ce dont j'avais besoin, moi, c'était de parler de mes sentiments, mais aussi d'entendre que la sexualité, ce n'est pas que le rapport sexuel. C'était aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les filles et les garçons, tant sur le plan émotionnel que physique.
le désir, les envies, etc. Enfin, de savoir que la sexualité fait partie des plaisirs de la vie et que j'y ai droit comme toute personne. Pour ce qui est des freins à la reproductibilité, alors à mon avis et d'après mon expérience, les freins des professionnels sont leur propre tabou face au sujet et le fait qu'ils ne reconnaissent pas toujours le besoin ou et la capacité d'une personne en situation de handicap à avoir une vie affective et sexuelle, d'où le non-respect de la personne. Exemple, quand tout le personnel de l'établissement est au courant des détails intimes d'un couple. La non-maîtrise du sujet, alors que la personne en situation de handicap aimerait tout simplement être écoutée et respectée. Ça peut aussi venir des équipes dirigeantes qui ne considèrent pas toujours la sexualité comme un sujet prioritaire. D'autre part, les structures ne se donnent pas toujours les moyens de mettre en place des groupes d'échange et quand ils existent, la parole est trop souvent portée par des professionnels, sexologues, psychologues, etc., qui imposent leur savoir et ne favorisent pas les échanges entre les personnes du groupe. Pour conclure, des structures mettent en place des actions sur la sexualité pour répondre à des orientations de l'État et aussi pour avoir des financements. Il est dommage que ces actions ne soient pas construites avec les personnes concernées, d'où notre devise, ne pas faire à la place de, faire de la place à. Bon, finalement, c'est très simple, en ce qui me concerne. J'ai pas envie de rajouter grand-chose. Parce que je crois que, voilà, ils ont pris la parole. Et qu'ils la gardent.